Présenter le thème PSE, une contrainte au développement d'un secteur privé national fort. Vous savez qu'en ce moment, dans le monde, la protection du secteur privé national est à la mode. Les gens sont en train de se faire des guerres commerciales, États-Unis, Chine, France, partout. L'objectif, parce qu'on est dans un monde en crise, l'objectif, c'est d'abord de se sécuriser à l'intérieur, parce que maintenant, l'extérieur n'est plus sûr dans ce pays. Ça, c'est l'idée générale. La mobilisation des ressources internes et externes pour faire face au financement du PSE. Ça tue le secteur privé national et appauvrit le Sénégal. Vous savez, pour financer le PSE, on a les ressources internes et les ressources externes. Je vais commencer par l'impact de la mobilisation des ressources internes. Vous savez que dans une économie, il y a trois secteurs. Il y a le primaire, il y a le secondaire et il y a le tertiaire. Mais le secteur le plus important, c'est le secteur secondaire, qu'on appelle le secteur manufacturier. Ce secteur, c'est la courroie de transmission de toute économie. C'est ce secteur qui prend les produits du primaire, les transforme pour les jeter dans le tertiaire. C'est la courroie de transmission. Si ce secteur ne marche pas, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle une croissance inclusive. L'émergence n'a rien à voir avec des records de production de céréales. L'émergence, c'est un tissu productif fort, comme l'ont réussi les pays asiatiques. Malheureusement, au Sénégal, le secteur manufacturier se résume à 2,8% des entreprises présentes dans le secteur. S'il y a 100 entreprises, ce secteur est tiré par 2,8% des entreprises. Les 95 à 98% du secteur sont paralysés. Si vous prenez l'exemple des 2,8% du secteur, ils contribuent pour 70% à la croissance. Ce sont les chiffres du ministère de l'Industrie, à la croissance du secteur. Ils contribuent à 20% pour la progression de la valeur ajoutée et à 80% du CA global. C'est-à-dire que 2,8% des entreprises du secteur font tout ce travail. Et ces entreprises sont ce qu'on appelle la SAR et les ICS qui ont fait 30% de progression du secteur et les industries extractives. Maintenant, la partie la plus importante qui fait 95% des secteurs, c'est-à-dire que les PME, aujourd'hui, ils sont presque paralysés. Parce qu'on appelle il y a la fiscalité. Vous savez, au Sénégal, on est dans une zone UEMOA. Donc, dans la zone UEMOA, on a des normes en matière de fiscalité. L'UEMOA dit qu'il faut être à une pression fiscale de 17%. C'est la norme, il faut tourner autour. Aujourd'hui, tous les pays de l'UEMOA respectent cette pression fiscale. La Côte d'Ivoire est à 16 et quelques pourcents. Au Sénégal, on est à 20% de pression fiscale. C'est énorme pour les entreprises. La pression fiscale, c'est le poids de la taxation sur le tissu productif. Il y a aussi, vous savez que la fiscalité, c'est la fiscalité de porte et la fiscalité intérieure. L'UEMOA dit que pour la fiscalité de porte, ça doit être 45% et la fiscalité intérieure, ça doit être 55%. Dans la dernière loi de finances 2017 de la Côte d'Ivoire, ils sont à 52,52 et quelques pourcents. Aujourd'hui, partout dans l'UEMOA, les gens sont ça. Mais dans notre pays, on est à 63% de taxes intérieures. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est énorme. Parce qu'il faut savoir que l'harmonisation de la fiscalité, elle est très importante. Quand les gens mettent en place des normes, c'est pour permettre aux entreprises d'être à l'aise et vraiment de s'épanouir. Mais dans notre pays, pour faire face à la demande de financement, vous savez, le PSE, c'est 27 projets d'infrastructure et 17 réformes. Maintenant, il faut construire ces projets par force. C'est pourquoi il y a une pression fiscale, il y a une taxation sur les facteurs de production. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une paralysie totale du secteur. Aujourd'hui, les investissements privés dans le secteur sont très faibles. Une entreprise a besoin d'investir. Mais si une entreprise fait du bénéfice et tu retaxes sur ces bénéfices, ça va poser problème. Dans la loi de finances 2017, la taxation, les impôts ont augmenté de 30,7 milliards. C'est-à-dire qu'il y a eu 19,9% d'augmentation par rapport à 2016. Au niveau aussi de la diminution des exonérations, vous savez que le président avait mis en place en 2004 une loi, c'est la loi sur le code des investissements. Ce code des investissements permettait vraiment de mettre en place beaucoup d'exonérations pour les entreprises avec l'APIX. Aujourd'hui, en 2012, on a voté une nouvelle loi au Sénégal. On a pris ce code des investissements parce que c'était la vitrine au Sénégal. Quand un investisseur vient, on lui montre le code des investissements, choisit son secteur. Et chaque secteur était fiscalité avec des exonérations et des incitations fiscales. Quand Amadou Ba est venu, le ministre,
ils ont pris le code des investissements, ils ont tiré tout ce qu'il y a comme incitation fiscale, ils l'ont mis dans le droit commun. Maintenant, on a un code des investissements vide. Quand un investisseur vient, on le convoque au niveau du droit commun pour qu'il essaie de choisir. Alors que le code des investissements, c'est important, c'est la vitrine. Ce sont les PME, ils reposent, comme on dit, sous l'ombre des grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises qui font les PME. Ça, vous pouvez continuer. Donc, pour la première partie, mobilisation des ressources internes, l'impact de la mobilisation, c'est en résumé ça. C'est que ça dit que cette mobilisation a tellement paralysé ce secteur qu'il n'y a que les grandes entreprises, qu'on appelle le secteur moderne, qui arrivent à s'en sortir. Alors que ces grandes entreprises ne font pas le tissu économique local. Tous les tissus économiques locaux dans le monde qui ont émergé, les pays qui ont émergé, c'est avec les PME. Dans un pays émergent, les PME, c'est 40% du PIB. Au Sénégal, on est à 20%. Dans un pays développé comme la France, les PME, c'est 60% du PIB. Parce qu'aucune grande entreprise ne peut partir sans les PME. Ce sont les PME, ils reposent, comme on dit, sous l'ombre des grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises qui font les PME. Aujourd'hui, la façon dont l'économie sénégalaise est organisée, notre économie est incapable de bâtir une grande entreprise. On va y revenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les PME, il y a la vétusté des matériels de production, ils sont obsolètes. Comme je le dis, ils font 20% du PIB et 16% du CA global. C'est-à-dire que 98% des entreprises font 16% du CA global. Ça, c'est quelque chose de vraiment catastrophique pour une entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur manufacturier qu'on appelle la courroie de transmission est cassé. Ça s'est cassé, ce qui fait qu'on est dans une contribution de 4,5% du secteur secondaire au niveau de la croissance du PIB. Dans la loi des finances 2017, le secteur secondaire ne contribue que pour 4,5% à la croissance du PIB. Il y a le secteur primaire avec l'agriculture qui est à 12,9%, le secteur tertiaire à 6,8%, mais le secteur le plus important, qui est la courroie de transmission d'une économie, est à 4,5% du PIB. Ceci a fait que ce qu'on appelle la migration intersectorielle de la main-d'œuvre est faussée. La migration intersectorielle, c'est quoi? C'est qu'on a une main-d'œuvre dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire. Maintenant, quand le secteur secondaire ne marche pas, la main-d'œuvre quitte le primaire pour aller directement dans le tertiaire. C'est ce que vous allez voir à Dakar, avec énormément de marchands ambulants à Dakar. Donc, dans les pays normaux qui sont dans une émergence, c'est ce secteur qu'on booste. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a qu'un seul pays qui est sur la base de l'émergence, c'est le Maroc. Au Maroc, il n'y a pas une station qui s'appelle Total. Total est dominée carrément par Africa. Au Maroc, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de Auchan. C'est Merjan qui est là-bas. Au Maroc, c'est Attijari Wafa Bank. Dans tous les secteurs, ce sont des entreprises marocaines qui dominent partout. Au niveau des télécoms, c'est France Télécom. Ils sont battus pour booster ce secteur parce qu'on ne peut pas émerger sans un tissu économique local fort. Et la force du tissu économique local, c'est le secteur secondaire, c'est-à-dire que le secteur manufacturier est productif. Maintenant, là, on a fini avec les ressources internes. Maintenant, on est sur les ressources externes. Vous savez que le Sénégal est envahi par les entreprises de 4 pays, la France, la Chine, la Turquie et le Maroc. Aujourd'hui, le président de la Chine, il est au Sénégal. Xi Jinping, il est au Sénégal pour venir signer des accords. Il faut savoir que l'Europe a connu une crise de 2011 en 2015, c'était la crise grecque. Et l'Europe a manqué tellement de croissance. En 2014, la France était à une croissance négative, l'Allemagne 1,7%. Et tout le monde sait que l'Union européenne est le premier client de la Chine. L'Union européenne est le premier client de la Turquie. L'Union européenne était le premier client du Maroc. Et la France aussi, c'est l'Union européenne, le marché qui était son premier client. Maintenant, quand ce marché est en croissance et n'est pas en croissance, les gens, il faut qu'ils sortent de ce marché pour aller trouver la croissance ailleurs. C'est-à-dire, au lieu de l'avoir maintenant à l'Union européenne, on est en crise, il faut aller dans un autre secteur. Et les gens se sont dit qu'il n'y a que l'Afrique qui fait des croissances de 7 à 5%. Donc, ils vont venir en Afrique. Donc, ils doivent rechercher de nouveaux marchés de croissance. Afrique, principalement le Sénégal. Maintenant, nos États, ils ne savent pas cette nouvelle ordre économique mondiale. Ils ont préparé des stratégies pour permettre aux entreprises étrangères de prendre les marchés. Il y a ce qu'on appelle l'offre spontanée, qui a été mise en place par la loi 2014-9 du 20 février 2014. L'offre spontanée, c'est quoi? Ça veut dire que, comme les sphères ministérielles,
Il y a l'ancien DG, l'ancien patron de la Banque mondiale Sénégal, Madani Tall, il dit à Macky Sall, je peux mobiliser de l'argent pour te construire les sphères. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment de l'argent parce que le client, c'est l'État. Il construit, l'État va lui verser 10 milliards par année. Vous imaginez, il va aller voir la Coris Bank, il mobilise 30 milliards en 8 jours. Ça, c'est un record. Pourquoi? Parce que ce sont des affaires. C'est de l'argent qu'on peut se faire rapidement au Sénégal. 30 milliards en 8 jours. C'est Coris Bank et Madani Tall, un Malien, un Burkinabé, qui viennent, qui vont financer les sphères et qui vont financer la Cité des Nations Unies. Ça, après, je vais venir sur les conséquences. Il y a ce qu'on appelle l'aide liée. L'aide liée, c'est quoi? C'est que le Sénégal veut construire l'autoroute Ila Touba. La Chine, il y a ce qu'on appelle les Exim Bank. Exim Bank Chine, Exim Bank Turquie. Aujourd'hui, comme on est dans un monde un peu en crise, les Chinois et les Turcs, ils avaient créé des Exim Bank. Maintenant, ce sont ces Exim Bank accompagnés d'entreprises qui vont venir prendre les marchés au niveau des pays africains. Je donne un exemple, l'autoroute Ila Touba. La Chine, le Sénégal dit que je vais une autoroute Ila Touba. La Chine va dire, OK, on peut vous financer ça. Voici 400 milliards, on vous donne ça. Quand l'État du Sénégal dit, donnez-moi, on dit non, on ne te donne pas. On le donne à une entreprise chinoise. L'entreprise chinoise va gérer les 400 milliards au Sénégal. Ces 400 milliards, ça va être son budget de fonctionnement. Les Chinois vont loger sur ces 400 milliards, vont conduire des véhicules sur ces 400 milliards, vont tout faire sur ces 400 milliards. Donc le fonctionnement va être bouffé sur 50 à 80 milliards. Il va rester 300 milliards. Ils vont travailler sur ça. Tous les inputs vont être importés de Chine. Tout. Ce qui fait qu'on va exécuter 250 milliards. Les Chinois ramènent en fonctionnement, ils bouffent en fonctionnement. Et en plus, les Sénégalais vont payer aux Chinois 400 milliards plus des intérêts. Ça devient 600 milliards. C'est comme si l'État dit, je veux construire une arène nationale. La Chine dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez 30 milliards, OK, mais on donne à notre entreprise. C'est ce même système. Les Turcs aussi, ils font pareil. Je veux construire, ça veut dire que la Centre international de développement, les Turcs ils disent qu'il n'y a pas de problème, mais ce sont les entreprises. Donc l'aide liée a été dénoncée durant ça c'est la conférence, en septembre 2000, on a organisé la conférence sur les OMD. Ça veut dire que comment faire que d'ici 15 ans, que les pays puissent vraiment s'en sortir. C'était en septembre. Cette conférence tournait en résumé sur 2 choses, lutter contre la pauvreté et la maladie. Maintenant, 1 an après, il y a eu la conférence de Bruxelles du 14 au 20 mai 2001 à Bruxelles. Cette conférence, c'était 1 an après la conférence des OMD. L'objectif de cette conférence avait pour thème éradiquer la pauvreté dans les 49 paiements qui existent dans le monde. Et la première contrainte qu'ils ont mis en place, ils disent que tant que les pays africains travaillent avec l'aide liée, ils ne seront jamais des pays développés. Ils ont donné l'exemple de la Chine. Ils ont dit qu'entre 2000 et 2015, les Chinois ont mis 80 milliards de dollars en Afrique. Et ces 80 milliards de dollars ont été exécutés par 2500 entreprises. Et il y a ce qu'on appelle le comité d'aide au développement de l'OCDE. L'OCDE a analysé les 80 milliards. Ils ont dit que dans ces 80 milliards, il n'y a que 13 milliards qui sont efficaces, qui ont vraiment changé le niveau de vie des pays. Tout le reste, c'est sur des projets qui n'ont aucune efficacité. Donc, c'est ce type d'aide, ce qu'on appelle offre spontanée et aide liée, qui permettent aux entreprises de venir tuer nos entreprises locales et accaparer les marchés. Ce qui est grave, c'est ce qu'on appelle les transferts de revenus. Vous savez que les investissements étrangers, ce sont des entreprises qui viennent. Après, il faut transférer les revenus. Le transfert des profits, transfert des dividendes, transfert des salaires et paiement à de la dette. En 2016, ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. 50% de la croissance ont été transférés en 2016. 2 milliards de dollars entre 2012 et 2016 ont été transférés. Quand vous faites la différence entre revenus transférés et revenus aussi, c'est 3% du PIB qui sont partis en 2016. En 2010, il n'y avait pas une présence parce que Wade avait un peu sécurisé. On était à 1,3% du PIB. En 2016 encore, le déficit, c'est 290,9 milliards. Ça s'est dégradé en 2014. 2017, on est venu à 314 milliards de déficit. Tout ça, ce sont des transferts. Et ça appauvrit un pays. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand les entreprises viennent, ils te prennent des marchés. Ils tuent ton tissu économique. Après, ils font des transferts énormes. Ce qui fait que, dans ce pays, la principale caractéristique de l'économie sénégalaise, c'est que les entreprises n'ont plus d'activité. C'est-à-dire que l'activité est en panne. Et les ménages n'ont plus d'argent, parce que le pouvoir d'achat aussi est en panne.
Et ça va être vraiment la stratégie qu'on peut mettre en place pour caler le PSE, c'est ça. Ça va être une stratégie qui va tourner sur la relance de l'activité et du pouvoir d'achat. Et pour ça, ce sont des stratégies qu'on peut mettre en place. Maintenant, si on revient sur l'impact de la mobilisation des ressources internes, c'est-à-dire que sur les solutions qu'on peut vraiment offrir, il faut aujourd'hui, pour protéger les entreprises, pour les aider à s'épanouir, c'est nécessaire de mettre en place une nouvelle loi fiscale. Parce qu'en 2012, le président Macky Sall est venu avec une nouvelle loi fiscale. Cette nouvelle loi fiscale a tué ce qu'on appelle le code des investissements. Aujourd'hui, il faut revenir sur l'État est en train de réfléchir sur une nouvelle loi fiscale. Mais aujourd'hui, il faut le mettre en place. Il faut que Rémi se positionne sur ça, la nouvelle loi fiscale. On en a besoin parce que tout le CNP le veut. Deuxièmement, il faut essayer d'harmoniser par rapport aux critères de convergence de l'UEMOA. Tout le monde est sur les normes, on tourne autour de 17%. Nous, on est en dessous des normes. Ça va poser un peu un problème. Deuxièmement, après la loi fiscale, il faut remettre en place le code des impôts de 2004. Ce code des impôts a permis aux entreprises de souffler. Mais tout le monde dit que c'est le décret de Famaki, alors qu'au temps d'Abdoulaye, il y avait de l'argent. C'est parce que les entreprises avaient de l'argent. Il faut remettre en place le code des impôts, essayer de travailler au niveau des institutions de financement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a mis le fonds GIP, a mis le fonds CIF, a mis la BND et tout ça. Ça va venir. Il faut essayer de réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas fusionner ça? Au Maroc, la plus grande entreprise, c'est la SNI, la Société nationale d'investissement. C'est une société qui fait du cautionnement comme la fonds GIP, qui travaille sur les marchés pour mobiliser l'argent comme le fonds CIF et qui fait de l'investissement. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas essayer de fusionner tous ces trois pour créer une entreprise? Ça permettra de ne pas, parce que c'est de l'argent qu'on perd, un DG, on lui perd de l'argent, il y a 3 DG, alors qu'on peut faire 3 départements. Et le problème, c'est que chacun travaille de son côté. Et les Sénégalais ne ressentent pas. Ça, c'est important. Maintenant, la troisième chose, c'est l'APIX. Le président avait travaillé à l'APIX, autant avec les Amin Tanyan, Ahmad Sall, qui était vice-DGA de l'APIX. En 2000, Wade a mis l'APIX, parce qu'en 2000, on a dit qu'en Afrique, le meilleur pays, c'était la Tunisie. La Tunisie avait ce qu'on appelle la FIPA, Forum Investment Promotion Agency. C'était l'agence qui devait vraiment vendre la Tunisie. Et Wade a fait la même chose, il a créé l'APIX. Il a copié le système tunisien, a créé l'APIX. Et l'APIX devait mettre en place un environnement des affaires de classe internationale et des grappes de croissance. Parce que la stratégie, parce que dans ce monde, juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a réfléchi sur des stratégies pour relancer les pays sous-développés. Il y avait 2 stratégies. Stratégie moteur et stratégie pôle, c'est-à-dire stratégie motorisée et polarisée. À travers la stratégie moteur. La stratégie moteur, tu crées un environnement propice et tu crées des grappes de croissance, c'est-à-dire que des filières à développer. Quand le président Macky Sall est venu, il a éliminé la stratégie, il a créé ce qu'on appelle une stratégie pôle. Quand la stratégie moteur parle de filières à développer, la stratégie pôle parle d'espace à développer. C'est-à-dire que c'est un thème géographique. Donc la stratégie, tous les pays asiatiques ont décollé à partir des stratégies moteurs. Le modèle, c'est Singapour. Singapour, c'est la pétrochimie. Ils ont mis sur la côte vraiment des entreprises de traitement du pétrole. Parce qu'ils sont sur le détroit de Malacca, où tous les bateaux passent. Partout, les gens se sont positionnés. Le Cap-Vert, qui est le seul pays à être un pays à revenu intermédiaire sans pétrole, c'est placé sur une stratégie sur le tourisme. Le Rwanda, qui fait la fierté de tout le monde, c'est placé sur les NTIC. Il faut un moteur pour développer les choses. Barcelone a pris Messi comme moteur, il tire tout le monde. Donc là, tu prends une stratégie, tu prends des pôles ou bien et il y aura des effets d'entraînement sur tous les autres secteurs. Très bien. M. Sambé, quels seraient ces moteurs pour le Sénégal? Oui, parce qu'il faut savoir ça. Il faut savoir que, je veux dire, la stratégie pôle n'est pas bon. Le seul problème, c'est que c'est ce que Macky Sall fait. Il dit que je vais développer Diamniadio. Le président Macky Sall. Excuse-moi. Le président Macky Sall, il est dans une stratégie pôle parce qu'il dit que c'est Diamniadio, l'épicentre du PSE. Donc il a divisé Diamniadio en 3 départements et partout il met des infrastructures. Ce sont ces infrastructures qui vont polariser les 3 secteurs. Maintenant, quand Diamniadio sera une ville, Diamniadio va polariser Thiès, Mbour et tout le monde. Mais ça coûte tellement cher parce qu'il faut construire des infrastructures. Alors que nous, on est un pays pauvre. C'est pourquoi il va aller mettre en place des liens spontanés pour que les gens viennent carrément prendre tous les marchés et construire. Et là, le tout économique local va être comme ça et va regarder.
ça n'ira jamais parce que ça casse le secteur industriel. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de réfléchir et revenir à une stratégie moteur. Parce qu'on peut le faire. On peut le faire parce que la STPO, ça coûte très cher, c'est 27 projets à construire de gros projets. Nos entreprises ne peuvent pas le faire. Maintenant, concernant les solutions sur l'aide liée et l'offre spontanée. Au niveau de l'offre spontanée, on ne peut pas comprendre quand on construit la cité de l'émergence, sans appel d'offres, on dit on donne aux Marocains. Quand on construit autre chose, on dit on donne à tel monde. Ça, ce sont les entreprises sénégalaises qui vont être là à regarder. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut, parce qu'on a ce qu'on appelle le budget considéré d'investissement. Il faut faire dans les appels d'offres. Il faut retravailler, parce que ça c'est un livre, L'instinct de la croissance. Il a été écrit par le cabinet Grant Thornton. Grant Thornton a mis ici les solutions pour gérer le tissu économique local. Ce livre, ça c'est le patronat sénégalais qui l'a mis en place en décembre 2016, avant que le ministre Amadou Ba ne parte à Paris pour présenter le PSE. Il a rencontré le patronat, ça c'était en décembre 2016. Le patronat lui a dit, nous voulons ça et ça et ça. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Et tout ce que le patronat voulait faire se trouve dans ce livre. Ça c'est après que Amadou Ba est revenu, le patronat l'a rencontré une deuxième fois. Ça, ici, il y a tous les syndicats du patronat. Ils lui ont dit, nous voulons ça et ça et ça. Mais depuis lors, rien n'a été fait de tout ça. Aujourd'hui, Réumi peut se baser sur ça. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de visiter les gars du patronat, d'étudier toutes les demandes du patronat, parce que le patronat avait fait 10 recommandations au ministère. Ces 10 recommandations, jusqu'à présent, on ne les a pas appliquées. Donc là, c'est important. On sera sur les 10 recommandations. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais ce qui est important, il faut retenir ça. Aucun pays ne s'est développé sans tissu économique local fort. Et ce sera le mot de la fin.